Ah bah voilà, maintenant on peut causer, je suis back in the game moi avec ce genre d'épisode. Vive l'univers des contes et les cheveux gras, c'est tout ce que je dirais. Et vu le nom du robot de Ocha, allez, on se tape dans le titre un hommage à Dickens parce qu'on est classieux ici sur Décalé. Et oui, je vais parler de grandes espérances après cet épisode. Bienvenue sur Décalé. Serait-il possible que je sois satisfaite sur du Star Wars ? Eh ben, pour l'épisode de cette semaine, on va pas se mentir, j'étais ben contente, moi, devant le spectacle Promenons-nous dans les bois qu'on nous a donné, et un spectacle Promenons-nous dans les bois autrement plus gratifiant que celui des triplettes d'Ahsoka. Franchement, tout le sous-texte Petit Chaperon Rouge, je prends. Et vous vous doutez pourquoi, hein ? On a déjà eu un autre loulou qui me convenait très bien dans le même contexte et qui a, je pense que c'est clair, bien servi d'inspiration cette semaine. J'avoue avoir flanché un peu la semaine dernière après quelques échanges en commentaire qui me faisaient douter possiblement de l'identité de Studio Rennes telle que je vous l'avais annoncé. Et je vais revenir bien sûr sur ce sujet qui sera le gros morceau, on va pas se mentir, et je vais vous sortir toutes les raisons pour lesquelles cet épisode est un gros oui pour moi. Ah, ça fait plaisir quand même. Star Wars me donne plus grand chose à bouffer, moi, depuis un bail, alors je suis prête à me jeter sur le premier os à ronger, c'est clair. Enfin, vu la gueule de l'os, je pense qu'on va être plusieurs dessus. Alors, comme c'est réussi, je me suis demandé par quel miracle. Donc, je suis allée regarder de plus près la prod et, aux surprises, non, ils n'ont pas allumé tous les cierges à Saint-Antoine de Padoue. Cet épisode est un diptyque faisant pendant à l'épisode 4, puisque le premier est intitulé Jour et celui-ci Nuit, comme c'est original, avec une unité de temps, d'action et de lieu qui est quasiment de l'ordre du théâtre classique et réalisé par Alex Garcia Lopez avec des scénaristes différents. Cependant, le seul 2 fois à la plume est encore Adana, qui a un nom à être un perso de Star Wars en fait, donc je pense qu'ils l'ont choisi quasiment que pour ça. Alors le plus marrant, c'est que c'est en effet le jour et la nuit, car autant j'avais trouvé l'épisode 4 scénaristiquement faiblard, pas bien réalisé, pas super bien foutu, pas terrible sur le plan de l'interprétation, autant là, je sais pas ce qu'ils avaient fumé sur la planète du Wookiee, mais il faut qu'ils fassent tourner sur le reste de la série, parce que c'était de la bombe bébé. Bon, je vais me calmer, parce que ça va pas révolutionner le monde non plus, on n'est pas dans du chef-d'œuvre, mais comprenez-moi que ça fait depuis l'ascension de Skywalker que Star Wars m'emmerde et me déçoit, alors comme je suis quand même une éternelle optimiste et romantique en fait, il en faut peu pour allumer le feu des anciens volcans qu'on croyait trop vieux, dirait l'autre. C'est un épisode qui dépote, mais on le pressentait vu la fin de l'épisode 4, et moi j'ai vraiment envie de voir ça comme un hommage à la postlogie, ce qui est quand même hyper rare, vu le temps qu'on passe à se vautrer dans la prélo depuis près de 4 ans, enfin si on accepte le fait que Padmé et Shmi restent les éternelles loseuses de la prélo, les bouquins exceptés, car il faut quand même au moins signaler que Ike Johnston a exhumé Padmé et Shmi, mais elles sont perdues de recherche pour tout ce qui concerne les films et les séries, on va être honnête. En résumé du pitch de l'épisode 5, on reprend dans le son et lumière de la soirée disco dans les bois de la planète Wookiee. Alors franchement, on s'en fout des noms, je vais pas vous dire ce que c'est que cette planète parce qu'on va l'oublier tout de suite. Je vous avais prévenu, je suis pas Wikipédia. Amusez-vous tant que vous voulez à y chercher d'ailleurs les contradictions au fur et à mesure des retcons. Moi, c'est pas mon truc de m'occuper des têtes de nœuds. Ocha se réveille dans les vapes pendant que c'est la fiesta à quelque part et que les joyeux compagnons tombent tous les uns après les autres. Ça tombe bien, je les aimais pas, même si je m'étais quand même habituée à Fjord, et le décompte va être assez sévère, pas juste le pot de yaourt, il va y avoir du turnover dans le cast pour le prochain épisode. Tandis que dans la cabane du Wookiee, qui avait été fort judicieusement comparé à Shrek dans un de vos commentaires, met la main sur un sabre. C'est le fun, la baston est chouette, il y a plein de petits moments bien cool, du judicieux éclairage au sabre laser qui a de la gueule, et comment dire qu'on est toujours content quand on a face aux Jedi souvent fadas, de l'antagoniste pince sans rire et stylé. Et stylé, et les putains. Alors ok, on a eu des moments borderline cringe dans certains épisodes, mais alors là, on fait tout péter. Alors après, ça peut aussi se critiquer par esprit de fair play, parce que j'en ai, et que je connais un peu certains et certaines d'entre vous. On peut dire qu'encore une fois, Star Wars et Disney ont procédé à du putaclic et du gay baiting pas joli. À un moment, faut y aller à fond dans un sens ou dans l'autre, mais en fait, ils finissent par gaver tout le monde en assumant rien. Ce qui m'inquiète pour mes miches personnelles, mais bon, fermons la parenthèse. On se
rappelle ou pas, tellement c'était anecdotique, du bisou lesbien dans le fond dans le neuf qu'on pouvait couper pour les pays qui aiment pas ça, de l'évacuation de Storm Pilot en collant une gonzesse à peau au dernier épisode, et puis parce que oui, après tout, le couple de maman de l'épisode 3 avait pas droit à grand chose en termes de signes d'affection. Donc c'est pas la peine de nous le vendre non plus comme la série la plus queer et la plus gay du monde, hein. Et que le flirtouillage entre Osha et Jackie était naze à tout point de vue, parce que non seulement sorti de nulle part et pas réussi, mais en plus, surprise surprise, hein, il ne mènera à rien, because bye bye Jackie, je ne dirais pas que je te regretterai, je sais pas si tu vas retrouver Michelle au paradis, mais en effet, le peloton des Jedi s'est sacrément écrémé cet épisode, puisqu'on va juste se garder Sol Carlus, qui n'a toujours pas accouché de sa Valda, mais qui de plus en plus va s'orienter dans un plan « Oh, mais qu'est-ce que j'ai merdé sur Brendok ?» Ce qui pour l'instant paraît être une grosse ficelle, mais j'ai l'impression que les grosses ficelles ne leur font pas peur, c'est pas pour rien que la force se trimballe en mode pelote dans l'univers de cette série. Alors justement, le gros point où j'avais eu quelques moments de doute existentiel après ma vidéo de la semaine dernière était autour de Studio Red. Au passage, oui, je trouve que Smilo Ren est un excellent surnom, en fait il est juste parfait, mais je vais quand même me garder mon mien histoire de pas payer du copyright à qui de droit. Dans un échange avec Karel, que je salue au passage, elle avait soulevé le fait que ma théorie de Studio Ren égale Kimir était peut-être trop facile parce que trop évidente et que ça nous était quand même vendu en Murder Mystery. Alors évidemment, connaissant la tendance actuelle à remplacer les mecs par des nanas, en particulier sous un masque, le fait que DLF avait hésité sur un possible antagoniste féminin dans la postlogie et qu'en effet ça manque cruellement dans Star Wars si on exclut les Sœurs de la Nuit et Asajj Ventress, et bah c'était tout à fait possible. Si The Acolyte faisait vraiment son programme de Murder Mystery, avoir sous le masque un perso que tout le monde croit mort avait complètement du sens. On l'a déjà vu plus d'une fois chez Agatha Christie, c'est un classique du genre. Et donc du coup, on aurait pu avoir Indara qui était morte un peu facilement quand même, ou une des mères de Brendok. À part que, on n'avait pas fait de gros plans et on n'avait pas vraiment insisté sur leur mort, donc ça paraissait quand même compliqué. Ça pouvait pas en tout cas être une nana qu'on n'aurait jamais croisée parce que ça avait pas de bon sens en fait. Néanmoins, le doute était en effet possible et ils auraient très bien pu le faire. D'ailleurs entre nous, je suis pas contre une méchante badass, hein. J'aimais beaucoup Kira en femme fatale dans Solo par exemple. Mais au final, non, et on est resté classique et en fait prévisible et j'en suis ravie. Parce que The Acolyte, c'est arnaque sur la marchandise au niveau du genre et puis c'est tout. Depuis le début, moi je maintiens que c'est pas une histoire de mystère. On sent très bien que les Jedi ont déconné sur Brendok, que la môme n'y est pour rien en fin de compte, et au vu de la fin de l'épisode, on va partir sur un switcheroo d'Awa sur Coruscant dans les règles de l'art, puisque l'épisode nous fait le coup des jumelles, qui est un classique. Il y a qu'à se référer au bouquin allemand qui a fait la joie de mon enfance, et non, c'est pas Heidi dans les montagnes, mais 2 pour 1 de Eric Kessner, où des jumelles séparées par le divorce de leurs parents alors qu'elles étaient bébés et ayant grandi sans avoir connaissance l'une de l'autre, se retrouvent dans un camp de vacances par hasard et vont échanger leurs identités et repartir chacune dans la maison de l'autre. Alors là, dans le The Acolyte, Pince-Mi et Pince-Moi se connaissaient enfants et l'échange se fait complètement à l'insu du plein gré d'Osha. N'empêche que le résultat en fin de compte est le même que dans le bouquin de Kessner jusqu'aux tresses et changements de coiffure, puisque May va prendre la place de sa sœur pour suivre Sol et sûrement essayer d'infiltrer le nid de Jedi pour tout faire péter, on peut penser, tandis que Osha se retrouve récupéré par le maître. Oh là là, j'ai hâte d'en parler. Mais je suis pas peu contente quand j'ai raison dans mes prévisions, et c'est un peu score win-win-win, car oui, c'est bien cheveux gras sous le masque, et oh my god, j'ai un nouveau chouchou. Ouf, la loutre va bien, même si j'ai des doutes sur son bien-être au prochain épisode, vu que comme les filles sont jouées pareil par l'actrice, le seul à pouvoir deviner l'entourloupe sera Basile, détective privé. Je vole la blague au passage qui m'a été donnée par Aurélie2283 tellement elle était bonne. Et puis troisième point, on a en effet bien joué à Bégon jaune, rouge, bleu et vert dans la forêt avec les insectes qui nous étaient présentés à l'épisode 4. Au moins il y a du payoff, et je dois dire que ça valait carrément le coup parce que le côté méchant emporté par les insectes volants avait des airs d'âme maudite emportée par les démons des enfers, ça avait de la gueule. Je reste pas hyper convaincue par Amandla qui nous a pondu récemment un désastre en relations publiques avec une chansonnette que je ne vais même pas évoquer ici parce que je suis pas là pour ça en fait. Mais bon, la nénette a apparemment le même genre d'attitude que Rachel Zegler, et ça j'avais fait une vidéo là-dessus sur la question Blanche-Neige. Je l'ai par contre trouvé beaucoup mieux, cette actrice dans cet épisode, notamment dans la scène de retrouvailles des filles où on a un intéressant
phénomène d'inversion. Je suis pas convaincue que ce soit complètement volontaire, je vais être honnête avec vous, mais on se retrouve avec la soi-disant méchante fille, finalement solaire et pleine d'amour, alors que la gentille nénette devient franchement plus dark et même un peu bitch dans cette scène. Le tout se joue sur fond de soleil qui se lève après la nuit dans les bois, et encore une fois, je vais répéter que j'aime vraiment la gestion de la symbolique visuelle dans la série, parce que dans la mesure où les vies des filles vont se faire échanger, c'est plutôt sympa dans le contexte de voir un switch dans leur personnalité, et donc cet échange entre nuit et jour, là, à ce moment pivot. Enfin, je trouve que le tout est une excellente idée. Après, reste l'éternelle question du twist. Les méchants sont-ils vraiment méchants, et les gentils sont-ils vraiment gentils? Quelle est la part d'ombre et d'obscurité dans chacun? Le sous-texte, pas subtil, puisqu'il est finalement toujours au cœur de Star Wars depuis un bail, c'est dans quelle mesure les Jedi sont-ils aussi blancs que neige? Et les méchants ont-ils le cœur si noir et peuvent-ils se racheter? Et non, c'est pas juste la prélogie ou la postlogie qui ont mis le doute, je tiens à le dire. C'est déjà en germe dans la trilogie originale, on en avait parlé sur l'épisode des Jedi des Lucasfilms, car après tout, on avait dans la trilogie originale Obi-Wan et Yoda manipulant Luke et lui mentant pour l'envoyer buter son paternel sans lui dire toute la vérité sur ses origines. C'est pas joli et pas super éthique pour les Jedi quand même. Et même si on les aime bien les Jedi, il y a toujours un doute sur eux. En fait, on les aime surtout à cause de Luke. Et Luke, c'était une super incarnation de Jedi, parce que c'était pas un Jedi old school, voire même c'était pas complètement un Jedi, c'était du Jedi nouveau qui acceptait sa part d'ombre et n'agissait jamais selon les sacro-saintes règles propres aux Jedi. En fait, les règles ne marchent pas. Elles n'ont pas réussi à Anakin, elles n'ont pas réussi à Ben quand Luke a décidé de virer plus Jedi que les Jedi, en cessant d'écouter son cœur, mais en jouant les maîtres Jedi à l'ancienne. Justement, ceux qu'on a dans la prélo et ceux qu'on a dans cette série. Ceux qui auraient peut-être causé la mort de tout le clan des sorcières parce qu'elles étaient des hérétiques. Ah, les règles, À vérifier si c'est le cas, mais vu l'attitude pas nette et franchement empreinte de culpabilité de la bande des 4, on se dirige vraisemblablement sur ce scénario qui va mettre en lumière, encore une fois, mettre en lumière, ça vient toujours du côté dark quand même, l'hypocrisie parfois flagrante des Jedi. Et là, c'est le cas dans la série parce qu'à un moment, Sol est même tenté d'aller poignarder quelqu'un dans le dos. Encore une fois, les bons mecs ne poignardent pas dans le dos. Bon, je tourne autour du pot, alors que vous vous doutez que je ne suis là que pour ça, et que mes amis du bon vieux temps Reylo des Lucasfilms me guettent au tournant. Oui, je vais parler de cheveux gras. Alors, je ne demande qu'à aimer Manny Jacinto, que je pressentais potentiellement bon acteur et que je ne connaissais pas dans ses œuvres auparavant. Certains avaient mentionné The Good Place, je n'ai pas vu la série même si je sais qu'elle a une très bonne critique. Parce que Manny nous a fait le coup de la pauvre petite chose geek intello en apothicaire sous sa mèche pour nous sortir dans cet épisode une révélation de mec badass sous le casque et ouh là 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 là, moi je n'étais là que pour ça. Et tant pis, je le place tout de suite, mais la purée de dernière scène où il se penche sur la fille et d'une délicatesse et d'une douceur qui t'appelle presque le porté de mariée et ne peut que te faire penser à un certain gentleman casqué. Mais on se contentera pour l'instant de le voir recouvrir doucement la nana de sa veste, geste qui suffira en matière d'herbe à chat pour toutes les gonzesses. Sans oublier en rappel de Kylo, le cynisme dégoulinant, mais surtout le mouvement de tête penchée perplexe qu'on aime tant depuis l'épisode 7, et au passage, because why not, une manœuvre pour guérir la fille, parce qu'apparemment les Sith étaient déjà au courant du truc qui ne servira que dans la postlogie. Projection de ma part, que nenni, parce que la série ne cherche même pas à faire subtil dans son inspiration, en nous refilant au passage quelques notes du thème de Kylo, histoire de bien enfoncer le clou. Il ne nous manque que les gants et le porno de la main. Ah, mais que les Reylo se réjouissent, elles ont été nourries et bien nourries. Et elles sont toutes d'ailleurs aussitôt sorties du bois et des tranchées pour se refiler à qui mieux les gifs et le fangirling, parce que ça faisait un moment qu'elles guettaient leur heure, et moi donc. Et puis au passage, les fans de drama chinois dont je suis également, et c'est peut-être pour ça que j'étais tellement à mon aise dans cet épisode, vu qu'à peu de choses près, on est en plein wuxia. Déjà parce qu'après l'écrémage de cet épisode, nos persos principaux
héros ont été réduits en peau de chagrin côté mec à 2 asiates, donc c'est un drama asiatique, un coréen et un philippin, et que ce soit les combats, les costumes, l'ambiance forêt, les créatures, le chiffon rongé par la culpabilité, les jumelles échangées et l'anti-héros Dark Lord au discours grandiloquent et un rapport pas bien net avec l'héroïne. Comment vous dire que tout ça, c'est ma cantine de base, mon pain quotidien, mon crack habituel. Donc réjouissons-nous, la case Villainous Crush est potentiellement cochable aux prochains épisodes. Oui, parce que pauvre bichon, dont on ignore encore quelle misère lui est tombée dessus dans son enfance, sûrement un rapport avec sa maman, est une âme solitaire qui erre sans reconnaissance. Il a pas de nom en fait, et il affirme que les Jedi l'empêchent d'exister et d'utiliser son pouvoir, alors que tout ce qu'il veut, pauvre petit pépère, c'est une disciple, une acolyte. Lol. On nous a déjà fait le coup du prof avec Kylo, donc encore une fois parallèle. C'est juste que nos mecs geeks veulent pas dire qu'ils ont l'envie d'une vie à deux. Ça te fait revoir la sacro-sainte de mes deux des sites. C'est juste ambiance Tinder Grindr en fait. Adopteunsite.com. Ils veulent juste trouver leur âme sœur, nos petits chouchous. Même Palpatouche si ça se trouve en fait. C'est un romantique qui a juste jamais misé sur le bon cheval. Palpatine, son problème c'est qu'il sait pas choisir ses mecs. Il est nul pour ça. Et malheureusement, je crois que tous nos sites sont pas doués pour les relations amoureuses. Donc Studio Ren était super vexé de se faire lourder par la petite jeune femme qui se gardait au chaud et se modelait en Pygmalion pour l'accompagner. Et donc de dépit, semble prêt plus d'une fois à casser ses jouets maintenant que son potentiel objet d'affection l'a trahi. Mais ouf, heureusement que la vie va bien et lui tend une perche de seconde chance avec le sosie de la nénette. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Sa sœur jumelle qui va pouvoir se récupérer, même si elle est objectivement moins fortiche que la sœur, ce qu'on voyait déjà à l'enfance et qui se concrétise même après son passage chez les Jedi. À noter qu'on ne sait toujours pas, vu son amour indéfectif pour l'ordre et pour Sol, pourquoi Osha a raccroché sa capuche et son sabre. Qu'est-ce qu'elle a fait comme connerie aussi celle-là? Je me demande si ça va sortir à un moment cette histoire. En tout cas, au risque de me répéter, mais je vais pas bouder mon plaisir, je surkiffe Mani Jacinto dans cet épisode. J'adopte sans problème, même si vu le pédigré de Disney et Star Wars, ses chances de survie sont bien plus minces qu'un string de Kardashian. D'ailleurs, à quoi s'attendre sur la suite? Alors, en général, j'aime pas trop les prédictions et les théories, mais allons-y, tirons des plans sur la comète, soyons fous. Alors, suivant toute logique, si logique il y a, le plan Eric Kessner devrait se poursuivre en mode vie ma vie. May va passer du temps à Coruscant et avec Sol, et Osha va passer du temps avec le maître Sith. L'occasion pour toutes les deux de réviser et corriger leur vision de la vie. Peut-être enfin l'occasion de placer ce fameux effet Rashomon qu'on n'a toujours pas eu et qui sera, tada, c'est du Star Wars, une question de point de vue en fin de compte. Mais qui va découvrir que les Jedi sont peut-être pas si méchants. Et Osha qui va peut-être voir les mérites de passer du bon temps du côté obscur avec un Sith physiquement intelligent comme on la comprend. Perso j'achète, mais ça peut virer aussi sur Osha va buter Studio Ren. Alors pitié, si vous devez faire ça, donnez-nous au moins de bonnes scènes de tension sexuelle avant. Je vous en prie, soyez humains. On peut aussi avoir May qui va chercher à faire exploser le conseil Jedi et qui va se retrouver face à Force Verte au carré peut-être avec Vernestra et Yoda. Alors je vote complètement pour la mort de Vernestra tellement je peux pas la sentir et je pense qu'elle va même pas remarquer qu'elle s'est fait buter tellement elle est à deux de tension. Après va revenir ma critique habituelle, on sait à l'épisode 1 que Coruscant se porte très bien et l'ordre Jedi aussi, merci. Donc je pense que le projet fait tout péter et peu probable. Cela voudrait-il dire que certains espoirs nous sont encore permis? Je pense que ce sur quoi on peut le plus compter, ce sera pas Cheveux Gras part avec une des jumelles à son bras, même si secrètement je le souhaiterais, mais soit les jumelles s'en vont toutes les deux bien réconciliées et ayant enfin le fin mot de l'histoire après avoir buté les deux mecs qui les cornaquaient et brainwashés respectivement, au moins c'est pas un homme blanc, preuve que c'est pas complètement en full walk, soit l'une des deux jumelles va mourir pour sauver l'autre. Oui, depuis un moment Star Wars c'est pas feel good, mais on sait jamais, peut-être qu'on va revenir aux bases de la saga familiale. À voir. Je milite évidemment, vous l'aurez compris, pour une relation compliquée, mais normalement cette histoire, elle est celle des jumelles et pas du mec qui est arrivé que à partir de l'épisode 2. Donc je suis pas convaincue qu'il va arriver à faire son trou, même si en termes de trou, il a bien poinçonné sans problème face à Jeki qui clairement va
va moins bien marcher. Il faut quand même reconnaître qu'on a eu de l'utilisation de sabres assez inédite dans cet épisode et c'était hyper cool. Même vous voyez, pour des fans qui sont pas nécessairement là que pour la baston. N'empêche que moi, hein, si tu me donnes une baston stylée avec des persos intéressants, de l'investissement et des punchlines, eh ben je prends en fait. Et ce sera mention plus si à un moment dans la série on a un duel entre la nana et le mec, et s'ils nous font ça, bien comme il faut. J'ai sûrement tort, mais ils peuvent complètement nous le sortir. En tout cas, parfois ils font des trucs bien et je tiens à le signaler. Et je répète, pour moi, cet épisode fut un régal. Donc profitons-en tant que ça dure et pourvu que ça dure. Si je devais faire une critique, c'est quand même qu'on peut soulever l'interrogation de pourquoi nous donner un Kylo bis alors qu'on en tenait déjà un bon. Et dans quelle mesure ce projet c'est encore déshabiller Kylo pour habiller le petit nouveau. En plus, on se demande bien pourquoi l'habiller, parce qu'après la veste, il est en bonne voie pour nous donner du torse-poil de qualité dans les prochains épisodes, et que si la prod ne le fait pas, alors moi je vais crier haut et fort au scandale. Autant c'était sans intérêt de le faire pour Fjord, autant là maintenant ça a complètement du sens, que ce soit dans une de mes 3 références de torse-poil listées dans ma vidéo spéciale à ce sujet. Alors oui, pour les nouvelles et les nouveaux, cette vidéo existe, ce n'est pas une blague, j'ai un spécial torse-poil. Donc, soit 1, on aura surprise, soit 2, soin et rafistolage, soit le plan narcissique. Perso, je verrai bien du rafistolage nouveau regard, espérons qu'ils y auront pensé, mais si l'inspi c'est drama chinois et Kylo Ren, franchement ce serait ballot qu'ils zappent la scène. Néanmoins, je sais pas s'il faut le prendre comme un hommage ou encore comme un coup de poignard dans le dos de bébé Ben, qui se fait encore une fois déposséder de son originalité et en plus de son thème. Il me manque tellement que je vais choisir l'hommage, mais je suis pas contente si on doit encore me le massacrer par procuration avec ce nouveau perso, si lui aussi se fait dégommer in fine. C'est vrai quoi, merde, arrêtez de me casser tous mes jouets à moi. En même temps, est-ce que je vais être contente s'il survit alors que Benichou, non, il a pas survécu? Oh là là, alors merci Star Wars de me réinvestir dans tes conneries, je te jure. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi ce débrief. J'ai pas pu attendre l'épisode 6 parce que je préfère toujours dire des choses positives que critiquer en fait. Je pense que ça fera même plaisir à certains et certaines d'entre vous de me sentir moins au bout de ma vie cette semaine. J'ai hâte de lire vos petits et gros commentaires parce que je suis toujours très gâtée à chaque vidéo. Donc je vous remercie vraiment pour tous vos échanges passionnants et vos retours. Merci également pour les encouragements hyper sympas que je vois passer. Et donc rendez-vous la semaine pro, likez, partagez et surtout si vous débarquez, abonnez-vous. On approche des 600 et du premier anniversaire de la chaîne au mois d'août. À très bientôt.